À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions chargés d'armes sont interceptés à la frontière sud du Burkina Faso. En quelques minutes, cette saisie spectaculaire transforme l'image du pays, passant d'un État assiégé à un pouvoir qui verrouille les frontières. Ibrahim Traoré et ses troupes imposent la preuve plutôt que le bruit, réaffirmant ainsi leur contrôle stratégique. Mais si ce convoi a été arrêté, combien d'autres sont passés sans être détectés? Qu'est-ce que cela révèle sur la guerre invisible que mène Ibrahim Traoré et les menaces dont on ne parle jamais dans les bilans officiels? Le 16 août 2025 marque un tournant décisif dans la guerre invisible qui secoue le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à la tête d'un État sous pression, fait face à un défi de taille. Comment protéger la souveraineté du pays tout en évitant l'escalade d'une crise qui menace de se propager à travers le Sahel? L'interception de 57 camions chargés d'armes n'est pas un simple incident de sécurité. Elle révèle une réalité bien plus complexe, celle d'une guerre non déclarée menée dans l'ombre, où chaque mouvement est stratégique. Mais au-delà de cette saisie, une question demeure. Quel impact cette opération aura-t-elle sur la stabilité du pays? Et quel rôle Ibrahim Traoré joue-t-il dans cette dynamique? Si cet événement semble marquer une victoire temporaire, il soulève aussi une inquiétude grandissante sur les menaces qui restent invisibles. L'enjeu est clair: comment l'État, et en particulier Ibrahim Traoré, parviendra-t-il à contrôler cette situation sans céder à la panique tout en préservant la souveraineté du Burkina Faso dans un contexte régional instable? Un chiffre impose d'emblée une lecture nouvelle: 57 camions alignés et immobilisés, capables d'équiper une armée entière. Ce volume ne décrit pas un trafic ordinaire. Il signale un seuil stratégique où la logistique devient basculement. À partir de là, l'événement du 16 août cesse d'être une saisie nocturne pour devenir un révélateur systémique. Le Burkina Faso évoluait jusque-là dans une tension diffuse faite d'alertes fragmentées et de soupçons sans hiérarchie claire. Cette nuit-là, la matérialité des faits remplace l'hypothèse. La frontière sud, longue et poreuse, n'est plus seulement d'un espace à surveiller. Elle devient un corridor testé, calculé, répété. L'itinéraire suivi n'est pas celui de l'improvisation. Il a fonctionné auparavant, ce qui déplace la question centrale. Non pas comment ce convoi a été stoppé, mais combien d'autres ont pu circuler avant. Les premières analyses logistiques confirment l'intuition. Les chargements proviennent de sources multiples assemblées comme les pièces d'un puzzle. Cette diversité exclut la dépendance à un fournisseur unique et suggère une architecture en couches conçue pour résister aux ruptures. La lecture change d'échelle. L'objet n'est plus la cargaison, mais la logique qui relie route, entrepôt et temporalité. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une figure héroïsée, mais comme un point de convergence décisionnelle, chargé de transformer une interception en diagnostic. Pour le public, l'effet est immédiat. La peur cède la place à une inquiétude mesurée, fondée sur la cohérence des indices. Le récit officiel évite l'emballement, privilégie la preuve et stabilise les perceptions. Ce choix est stratégique. Il empêche la surinterprétation tout en rendant visible ce qui opérait hors champ. Dès lors, le 16 août devient un avant-après narratif. La menace, auparavant abstraite, se fait tangible et quantifiable, ouvrant la voie à des décisions qui dépasseront largement la frontière où tout a commencé. L'événement du 16 août se concentre rapidement autour de l'individu clé, le capitaine Moussa Kaboré, en poste cette nuit-là. Son rôle n'est ni celui d'un stratège médiatique ni d'une figure politique, mais il incarne un acte de vigilance décisive. Dans un environnement calme et trop silencieux, il repère un convoi progressant trop lentement pour être innocent. Sans certitude absolue, il ordonne l'arrêt.
un geste immédiat qui va déclencher une réaction en chaîne. Ce n'est pas un coup de chance, mais une lecture fine des signaux faibles, un instant suspendu ou une décision locale prévient d'un basculement national. À Ouagadougou, la machine d'État s'active instantanément. Les centres de commandement se réveillent, les rapports de terrain sont croisés et les corridors terrestres sont verrouillés avant même que les chauffeurs ne réalisent l'ampleur du piège. Ce basculement rapide et coordonné transforme une situation de risque élevé en contrôle total. La réaction est aussi locale que centrale, un alignement parfait entre les zones de vigilance et les décisions stratégiques. Cet instant devient une référence. Pour une population habituée aux récits de pertes et de retraite, ce geste héroïque est un signal inverse. L'État peut encore imposer son tempo. Ibrahim Traoré, à la tête de l'opération, utilise cet événement pour fixer une ligne claire, factuelle, sans triomphalisme. L'objectif est de stabiliser les perceptions et d'éviter l'emballement médiatique qui aurait pu entourer une telle victoire. Il impose un récit cohérent qui refuse l'émotion pour privilégier une lecture lucide des faits. Le 16 août 2025 commence comme une nuit ordinaire, mais l'interception des 57 camions transforme rapidement l'équation. Le premier indice, l'itinéraire suivi par le convoi, trop précis, trop testé pour être un simple hasard. Ce détail initial suscite une interrogation immédiate sur l'échelle et la portée du trafic. Les autorités burkinabées n'avaient pas seulement affaire à un incident isolé, mais à un réseau bien plus large, invisible jusqu'à ce moment. Une analyse rapide des coordonnées et des repères utilisés par les chauffeurs confirme que ce trajet n'a pas été choisi par hasard. Ce convoi n'est pas unique, c'est un maillon dans une chaîne bien plus complexe. En quelques heures, l'impact dépasse le cadre militaire. À Ouagadougou, les forces de sécurité se mettent en alerte maximale. L'armée, les douanes et les services de renseignement coordonnent leurs efforts, interrogeant rapidement les chauffeurs et isolant des informations cruciales sur la provenance des cargaisons. Les premiers rapports font état de divers types d'armes, provenant de plusieurs zones de conflit et assemblées pour constituer un stock capable de faire basculer l'équilibre régional. Le volume des armes interceptées soulève une question décisive. Si ce convoi a été stoppé à temps, combien d'autres ont circulé sans être détectés? À la lumière des preuves balistiques et logistiques, la réalité devient plus inquiétante. Ces 57 camions étaient l'avant-garde d'un dispositif bien plus vaste, conçu pour tester les défenses du pays. Leur mission, alimenter des groupes armés non identifiés, potentiellement liés à des acteurs régionaux. Très vite, les enquêteurs identifient dans des stocks d'armes dispersés dans le pays et au-delà des frontières, ce qui confirme l'existence d'un réseau de soutien actif. Le Burkina Faso ne fait pas face à un simple trafic transfrontalier, mais à une offensive systémique, où chaque mouvement est calculé pour dépasser les capacités de détection des autorités. L'ampleur de l'opération est telle qu'il devient difficile de déterminer si ce convoi a été une tentative de déstabilisation isolée ou s'il s'inscrit dans un plan plus vaste. L'enquête révèle des traces de financement international, comptes bancaires disséminés, sociétés écrans créées dans plusieurs pays voisins et des transactions financières organisées pour contourner les systèmes de contrôle. Cette architecture en couche ne laisse aucun doute. Ce trafic n'est pas le fruit du hasard, mais d'un projet structuré. Le basculement est rapide. Au niveau régional, les pays voisins commencent à échanger des informations de manière plus fluide. Les services de renseignement se coordonnent, croisant les données recueillies sur les armes et les financiers derrière ces réseaux. Dans les heures suivantes, les forces spéciales ciblent plusieurs entrepôts et installations secrètes. Ces raids conduisent à la découverte de nouveaux stocks d'armes,
prouvant que l'opération du 16 août n'était que la partie visible de l'iceberg. L'effet immédiat sur la population est complexe. Le sentiment de stupeur face à la saisie des camions se transforme rapidement en fierté contrôlée. La réaction est à la fois de soulagement et de vigilance. Le public perçoit qu'une menace a été évitée, mais aussi qu'un danger plus grand persiste, invisible dans les ombres. L'État est désormais confronté à la nécessité de montrer qu'il peut non seulement intercepter des cargaisons, mais aussi comprendre et anticiper la logique sous-jacente qui envoie ses armes au cœur même de la nation. L'impact de l'interception des 57 camions dépasse largement l'événement militaire. Un des premiers axes de l'enquête repose sur des données quantifiables qui confirment que cette saisie n'est pas isolée, mais bien le reflet d'une menace plus grande et plus systémique. Le volume des cargaisons interceptées, à lui seul, transforme cet incident en un événement stratégique. Les 57 camions, chacun rempli d'armes sophistiquées, représentent un stock qui aurait pu équiper une armée entière, potentiellement prête à déstabiliser toute une région. Cette quantité d'armement n'est pas simplement une accumulation de matériel. Elle fait état d'une logistique complexe et d'une intention claire: saturer les défenses nationales. Les premières données balistiques révèlent que les armes proviennent de zones de conflits multiples, notamment de Libye, du Moyen-Orient et des États voisins, renforçant ainsi l'idée d'un réseau transnational organisé. Une analyse des numéros de série et des marques sur les armes permet de retracer leur origine. Plus de 60% des armes interceptées viennent de stocks libyens, tandis que 22% proviennent d'industries occidentales, notamment de pays membres de l'OTAN. Ces chiffres montrent clairement que le Burkina Faso n'est pas la seule cible de ce réseau, mais qu'il fait partie d'une dynamique régionale beaucoup plus vaste. L'impact humain est également frappant. En estimant qu'un convoi de cette taille aurait pu équiper jusqu'à 40 000 combattants, il devient évident que les conséquences auraient été dramatiques si les cargaisons avaient franchi la frontière. Les chiffres révèlent non seulement le volume de la menace, mais aussi son potentiel destructeur. Le Burkina Faso aurait été submergé par un afflux massif d'armement, capable de nourrir plusieurs groupes armés avec des répercussions sur la sécurité régionale. Les autorités burkinabées n'ont pas tardé à connecter ces données au réseau financier derrière cette opération. Une recherche dans les bases de données financières a mis en lumière des transactions d'un montant de 1,03 milliard de dollars répartis sur 41 comptes bancaires dans 7 juridictions différentes. Ce montage financier complexe suggère une volonté d'échapper à tout contrôle réglementaire et à toute surveillance internationale. Ces comptes, souvent enregistrés sous des sociétés écrans à Lomé et Accra, ne font qu'ajouter de la profondeur à l'enquête. Ces transactions permettent de financer le réseau en dehors des canaux traditionnels, rendant la détection beaucoup plus difficile. Ces informations financières ne font qu'étayer l'idée que cette interception n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une analyse des flux de trésorerie a révélé que les fonds étaient fractionnés en petites tranches pour échapper au seuil de détection bancaire, une technique avancée de cloisonnement financier. Ce système permettrait de soutenir une crise prolongée, sans dépendre d'un fournisseur unique ou d'une seule juridiction. Les cartes balistiques et les rapports de terrain confirment cette architecture en couche. Les armes et le financement sont manipulés à différents niveaux, impliquant des acteurs internationaux et des complicités locales. L'enquête, en reliant ces preuves quantitatives, change la nature de la menace. Ce n'est plus simplement un trafic d'armement, c'est un système global conçu pour infiltrer l'État et le déstabiliser à long terme. L'un des éléments les plus frappants de l'enquête est le contraste entre les deux interprétations concurrentes qui émergent à propos de l'interception des 57 camions. D'un côté, plusieurs services de sécurité et analystes régionaux
avance que cette saisie est le signe d'une ingérence extérieure structurée. Il pointe la précision de l'itinéraire emprunté par le convoi, l'intégration des flux financiers, ainsi que la diversité des provenances des armes comme des indices d'une opération planifiée. Ces éléments suggèrent que l'interception fait partie d'une tentative coordonnée pour frapper rapidement et de manière décisive. Les analystes soulignent que le fait qu'un tel convoi ait pu entrer sur le territoire sans être détecté montre la sophistication du réseau, qui bénéficie de ressources et de soutiens multiples. Selon cette thèse, la cohérence des actions, couplée à l'implication de sociétés écrans, ne peut être le fruit que d'un acteur international organisé, capable de frapper vite et fort, puis de se dissoudre dans l'ombre. De l'autre côté, une thèse interne se fait entendre qui insiste sur les vulnérabilités internes du Burkina Faso. Pour ses partisans, la saisie des camions n'est pas seulement le résultat d'une opération extérieure, mais aussi le reflet des failles administratives et des complicités locales. Il souligne que la taille du convoi et la manière dont il a été acheminé révèlent l'existence de routines de contrôle défaillantes et de pratiques corrompues qui ont facilité le passage des armes. D'après cette perspective, le risque n'est pas tant l'ingérence étrangère, mais bien les dysfonctionnements internes qui ont permis au convoi de se rapprocher de la frontière sans être détecté. Ses partisans affirment qu'il est fort probable que des acteurs locaux aient facilité le passage de ce convoi, profitant de la longueur et de la porosité des frontières. La vérité, cependant, semble résider dans un mélange des deux thèses. Les vérifications externes menées par des inspecteurs d'organismes régionaux confirment l'implication d'un réseau transnational, mais elles révèlent également des zones de fragilité interne, notamment dans la gestion des frontières et des contrôles douaniers, ce qui permet aux armes de circuler à travers le pays. Cette dualité est essentielle. L'influence extérieure, bien réelle, est combinée à des vulnérabilités locales qui permettent à un tel réseau de prospérer. La capacité de l'État burkinabé à intégrer ces deux aspects dans son analyse stratégique sera déterminante pour contrer cette menace dans l'avenir. Le 16 août marque un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région du Sahel. Alors que l'incident initial semblait ne concerner qu'une simple saisie d'armement, la réalité dépasse largement ce cadre. Ibrahim Traoré, fort de l'analyse des données collectées, révèle un élément clé. La saisie de 57 camions n'est que la partie visible d'un projet bien plus vaste dont les ramifications touchent plusieurs pays voisins et des acteurs extérieurs. Au-delà des armes, ce qui est désormais clair, c'est que l'opération avait pour objectif un basculement politique rapide et organisé. Des documents saisis lors des perquisitions révèlent des plans détaillés pour la mise en place d'un gouvernement alternatif, prêt à être annoncé dans les 48 heures suivant l'incident. Cette découverte marque un changement de paradigme. Il ne s'agissait pas uniquement d'une tentative de déstabilisation militaire, mais d'un complot destiné à substituer l'État en place. Cette révélation a des répercussions immédiates. Ce qui semblait être une simple crise de sécurité devient un avertissement. L'État burkinabé ne fait pas seulement face à un trafic d'armes, mais à une tentative de prise de contrôle politique. Les enjeux sont désormais clairs. L'intégrité de l'État et l'avenir politique du pays sont en jeu. Les répercussions de l'incident du 16 août ne se limitent pas à la sphère sécuritaire. Elles redéfinissent la trajectoire du Burkina Faso, tant sur le plan interne qu'international. Tout d'abord, au niveau national, l'impact immédiat est une prise de conscience aiguë des faiblesses de l'État. La menace qui pèse sur le pays n'est plus simplement géopolitique, mais intérieure. Le risque de fragmentation des structures étatiques devient palpable. Ce qui semblait auparavant être un problème de sécurité isolé, lié à des groupes armés régionaux, se transforme en un défi global qui touche directement la souveraineté du pays.
Le capitaine Moussa Kaboré, dans son témoignage, décrit la scène de manière frappante. Une nation qui, jusque-là, vivait dans l'ombre de menaces invisibles, doit maintenant réagir à une situation dont l'ampleur est désormais quantifiable. Cette prise de conscience forge un changement stratégique dans la gestion de l'ordre public et de la sécurité intérieure. Les frontières du pays, déjà longues, et difficiles à surveiller, sont devenues des points d'ancrage pour des stratégies de contrôle plus rigoureuses. Toutefois, ce renforcement des mesures de sécurité soulève des questions sur la capacité de l'État à gérer l'évolution rapide des menaces. L'enquête qui a suivi a non seulement mis en lumière des failles administratives, mais aussi la facilité avec laquelle un réseau transfrontalier a pu infiltrer le pays. Sur le plan régional, les découvertes faites à la suite de l'interception des camions ont un impact immédiat. D'autres États du Sahel, comme le Mali et le Niger, commencent à réévaluer leur propre vulnérabilité face à des réseaux similaires. Les services de renseignement de la région, jusque-là relativement indépendants, mettent en place des canaux de coopération renforcés. Cette dynamique de collaboration est renforcée par des rencontres entre les dirigeants des pays voisins qui commencent à reconnaître que la sécurisation collective est désormais plus cruciale que jamais. En conséquence, une coopération transfrontalière s'intensifie avec des échanges d'informations plus réguliers et une coordination des opérations de sécurité. Au niveau international, la réaction est partagée entre soutien et prudence. Alors que certains pays saluent la réaction rapide du Burkina Faso et la mise en lumière des réseaux transnationaux, d'autres font preuve de scepticisme. Des voix s'élèvent pour remettre en question la capacité du pays à maintenir l'ordre à long terme en raison de ses vulnérabilités internes persistantes. L'Union européenne et l'ONU, bien que félicitant l'action immédiate, réitèrent la nécessité d'une réforme politique plus profonde pour renforcer la résilience de l'État burkinabé face à de futures crises. Cette dynamique place Ibrahim Traoré au cœur d'un jeu diplomatique complexe, où la stabilité intérieure du pays doit s'aligner avec les attentes internationales. Sur le plan économique, les répercussions sont aussi visibles. Dans un premier temps, plusieurs investisseurs suspendent leurs projets, redoutant une escalade de la violence et de l'instabilité. Cependant, à moyen terme, l'État parvient à rassurer les acteurs économiques nationaux en promettant de renforcer la sécurisation des investissements. La question de la souveraineté nationale devient un argument central pour attirer les investisseurs locaux et régionaux qui, bien que conscients des risques, préfèrent maintenir une certaine stabilité dans un contexte où l'instabilité politique pourrait être plus coûteuse. L'avenir du Burkina Faso, après l'incident du 16 août, semble se décliner en trois scénarios distincts qui, bien que non définitifs, offrent un aperçu des trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios repose sur des choix cruciaux que le pays devra faire pour naviguer à travers les incertitudes qui en découlent. Dans une trajectoire de stabilisation vigilante, le Burkina Faso adopte une approche défensive, consolidant ses systèmes de sécurité tout en cherchant à maintenir la stabilité politique interne. L'État renforce sa capacité à détecter les menaces, notamment à travers la modernisation de ses infrastructures de surveillance et la mise en place d'une coordination renforcée avec les pays voisins. À court terme, cette stratégie devrait permettre de maintenir une relative tranquillité et d'éviter une escalation violente, mais les tensions internes demeureront. Le processus de gouvernance sera principalement axé sur des réformes sécuritaires et économiques, visant à renforcer la résilience du pays sans trop de changements radicaux. L'économie, bien que fragile, devrait continuer à croître lentement,
portés par des investissements ciblés dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'exploitation minière. Cependant, ce scénario comporte le risque d'une stagnation politique, avec une concentration du pouvoir qui pourrait nourrir des tensions sociales à moyen terme. Dans une trajectoire plus favorable, centrée sur un renforcement de la coopération sahélienne, le Burkina Faso réussit à renforcer ses liens avec les autres nations du Sahel, établissant des mécanismes de coopération plus étroits dans la lutte contre le terrorisme et les trafics transnationaux. Cette dynamique de coopération améliore la capacité régionale à gérer des menaces communes, en particulier à travers des échanges de renseignements et des opérations militaires conjointes. Le Burkina Faso bénéficie d'un soutien international accru, notamment sous forme de financement pour des projets de développement et de réformes institutionnelles. L'économie burkinabé pourrait alors rebondir plus rapidement, soutenue par un climat de stabilité renforcé et une participation active des investisseurs internationaux. Les réformes politiques commencent à porter leurs fruits et le pays s'engage sur une trajectoire de stabilisation durable. Dans une trajectoire plus contraignante, marquée par une escalade de la pression internationale, l'instabilité persistante et la faiblesse des institutions internes du Burkina Faso entrent en collision avec une pression internationale croissante. Les pays occidentaux, inquiétés par la situation sécuritaire et politique, imposent des sanctions économiques ou réduisent leur soutien financier. En conséquence, la croissance économique ralentit et des tensions internes surgissent, alimentées par une polarisation politique croissante. Le pays fait face à des manifestations populaires et les forces de sécurité se retrouvent sous pression. L'État burkinabé pourrait alors être contraint d'adopter des mesures de répression plus sévères pour maintenir l'ordre. Cette approche pourrait ralentir les réformes, tout en exacerbant les divisions sociales et politiques. L'unité nationale se fissure et le pays pourrait se retrouver face à une crise politique prolongée avec des conséquences incertaines pour l'avenir immédiat. Ces trajectoires ne sont pas figées, mais elles offrent un cadre de réflexion pour anticiper les défis à venir. Le choix stratégique du Burkina Faso dépendra de sa capacité à intégrer les enseignements de l'incident du 16 août et à adapter sa gouvernance en fonction des dynamiques internes et régionales. L'incident du 16 août ne concerne pas seulement les institutions du Burkina Faso ou les acteurs politiques. Il touche directement les citoyens, ceux qui vivent quotidiennement dans l'incertitude d'un environnement instable. Pour eux, les répercussions de cette crise ne se limitent pas à une saisie d'armement ou à des négociations politiques à l'échelle internationale, mais à des conséquences tangibles sur leur vie quotidienne. Le message que l'État doit transmettre est clair. La sécurité nationale dépend de chacun. Cela va au-delà des simples mesures de sécurité. Il s'agit d'instaurer un dialogue civique, une compréhension partagée des enjeux qui façonnent le pays. Les groupes sociaux doivent être impliqués activement dans cette discussion. Les jeunes, par exemple, sont souvent les plus exposés à la radicalisation et à l'isolement. Leurs attentes sont simples mais essentielles: stabilité, opportunités économiques et soutien à l'éducation. L'État burkinabé pourrait tirer parti de cet incident pour renforcer la confiance entre les autorités et les citoyens. Des campagnes de sensibilisation sur la participation citoyenne et la lutte contre la corruption pourraient ouvrir la voie à une mobilisation collective plus forte. Dans les zones rurales où la violence a souvent des répercussions plus profondes, le rôle des associations locales et des leaders communautaires devient crucial. Ces acteurs peuvent jouer un rôle de médiation et de prévention, en assurant que la sécurité et la souveraineté ne soient pas seulement perçues comme des objectifs des autorités, mais comme des engagements communs. Pour les investisseurs locaux, la question reste la même. Comment reconstruire la confiance dans un climat de perturbation? Des incitations
économiques accompagnés de garanties sur la sécurité et la stabilité politique peuvent faire la différence. L'impact de ces décisions ne peut se mesurer uniquement à court terme, mais doit être perçu dans une vision durable qui implique chaque citoyen dans l'élaboration de l'avenir. À la suite de l'incident du 16 août, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique et la réponse à cette crise nécessite une approche multidimensionnelle. Ibrahim Traoré doit maintenant guider le pays à travers une série de réformes pour restaurer la souveraineté et renforcer les capacités de l'État face à de futures menaces. D'abord, il est crucial de renforcer les capacités sécuritaires du pays. Cela passe par une modernisation des frontières et une coordination renforcée avec les voisins du Sahel. Les investissements dans des technologies de surveillance avancées, telles que des drones et des systèmes de suivi automatisés, permettront de mieux détecter les mouvements suspects. En parallèle, des formations continues pour les agents de sécurité assureront une réponse plus rapide et plus précise face aux menaces. Ensuite, la réforme politique est impérative pour garantir la stabilité à long terme. Ibrahim Traoré doit mettre en place un cadre institutionnel qui favorise la transparence et réduit les risques de corruption. Des réformes judiciaires visant à renforcer l'indépendance des tribunaux et à garantir la justice pour tous seront également d'essentiel. La réconciliation nationale pourrait être facilitée par des dialogues communautaires qui impliquent les acteurs sociaux et politiques à tous les niveaux. Enfin, il est crucial de rétablir la confiance économique. Cela inclut la mise en place de politiques fiscales transparentes et la lutte contre l'évasion fiscale. Des partenariats publics-privés seront essentiels pour relancer l'économie, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et des mines. Les investissements dans les infrastructures devraient également être une priorité pour stimuler la croissance locale et améliorer la résilience du pays. Pour garder le cap, cette démarche peut être suivie à l'aide d'indicateurs clairs: réduction des tensions sociales, amélioration de la transparence des institutions et renforcement des partenariats internationaux pour la sécurité. L'engagement d'Ibrahim Traoré à long terme sera jugé sur sa capacité à concrétiser ces réformes de manière inclusive et durable. En rétrospective, le geste du capitaine Moussa Kaboré sur cette route silencieuse reste l'instant charnière du 16 août. C'est dans ce moment d'hésitation et de lucidité qu'une décision modeste a permis de prévenir une crise majeure. Ce simple choix d'arrêter ce convoi sans certitude absolue mais avec une lecture fine des signaux faibles devient le symbole de la vigilance qui a sauvé le pays d'une catastrophe imminente. Ce moment rappelle que parfois, une action décisive prise dans l'incertitude peut être le tournant d'une histoire. C'est à travers cette capacité de réaction, aussi bien au niveau individuel que collectif, que le Burkina Faso se redéfinit. Les leaders, qu'ils soient militaires, politiques ou citoyens, se doivent de réagir à temps et de rester lucides face aux événements qui façonnent leur avenir. Ibrahim Traoré, fort de cette expérience, incarne désormais cette vigilance méthodique qui ne se contente pas de prévenir la crise mais qui prépare le terrain pour une souveraineté retrouvée. Cette image de prévoyance et de résilience guidera le pays dans ses choix futurs. Le 16 août a marqué un tournant, mais ce n'est que le début d'un long chemin pour le Burkina Faso. Alors que le pays se relève de cette crise, la question essentielle est: comment les citoyens, les leaders et les acteurs régionaux vont-ils s'unir pour garantir une stabilité durable? La réponse ne réside pas seulement dans des réformes gouvernementales, mais dans la force collective de chaque individu, chaque communauté. Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce changement, appelle à un engagement collectif pour la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso. Il est essentiel que chaque voix compte dans la construction de cette nouvelle ère. Que vous soyez un investisseur, un citoyen engagé ou un acteur communautaire, votre rôle est primordial pour renforcer la résilience du pays face aux défis à venir.
Rejoignez la conversation, partagez vos idées et engagez-vous à bâtir ensemble un avenir stable et prospère.